Nous avons fait le choix en fait de vous présenter le RGPD sous le sous l'œil de, enfin sous le, ça y est, j'arrive même plus. Je l'ai répété tellement de fois cette phrase d'introduction que voilà, je m'en souviens plus. Non, non, mais face à un contrôle de la CNIL. Pourquoi? Parce que le RGPD, on voulait en fait vous intégrer dans un contrôle de manière à ce que le RGPD soit extrêmement concret. Parce que le RGPD, c'est fastidieux, sa mise en place, vous le savez, parce qu'il faut faire la cartographie des données, que quand on tire sur une question, il y en a 3 autres qui arrivent, donc on laisse tomber, et puis il y a une sanction CNIL qui arrive, et on se dit, bah si, il faut quand même qu'on s'y remette, parce que les sanctions, elles sont là. C'est frustrant, parce que justement, on se dit, bon, ça ne nous concerne pas vraiment, en fait, les sanctions CNIL. Donc on s'est dit, bah, pour rendre concret, on va décortiquer un cas. Alors on s'est dit aussi, bon, on va inventer un cas. Et puis finalement, celui de cet été, en juillet, là, bah, il est très très parlant. La décision est bien écrite, vous pourrez aller la lire mais une fois qu'on vous l'aura donnée. Et, donc, on espère que ça va vous rendre plus concrète, plus pragmatique, le contrôle de la CNIL et surtout, bien évidemment, derrière, le RGPD. D'accord. Donc, pour ça, on a chacun a son rôle. Ce sont des avocats du cabinet Partema. Moi, je suis avocat associé en charge de la propriété intellectuelle. Et aussi, pour vous montrer que le RGPD, c'est une matière transverse, qu'il faut impliquer toutes vos équipes, eh bien, ici, nous avons des avocats de différents pôles qui sont intéressés et qui connaissent aussi le RGPD. Céline Marandet, du pôle commercial, qui s'occupe de tout ce qui est contrat de distribution, plutôt agents commerciaux, franchise, et puis les litiges commerciaux. Antoine Bléteau, pôle commercial aussi, mais procédure collective et également litige plus vers l'international. Margot Antoine, qui fait droit fiscal, donc pas le pôle commercial, hein, droit fiscal. Brett Lemeur, qui lui s'occupe qui est dans le pôle personne patrimoine. Voilà, évidemment beaucoup de données aussi. Marine Sesboué, pôle commercial aussi, mais elle, plutôt contrat de distribution, mais plutôt du côté concurrence. Et également droit informatique, puisque droit informatique, base de données, enfin voilà. Donc c'est juste pour vous montrer qu'on est plusieurs à travailler là-dessus. Pourquoi? Parce que ça intéresse énormément de matière, d'accord, énormément de vos dossiers. Il y a toujours un petit bout de protection des données personnelles. Donc, juste quelques chiffres, mais vraiment très rapides. C'est juste que souvent, on dit bah, la CNIL, elle n'est pas dotée de contrôleurs, sauf qu'en fait, il y a 24 agences contrôleurs et qu'elle est aidée par les équipes de l'ANSSI, vous savez, ceux qui s'occupent de la sécurité, et qui sont dotés, eux, de robots. Et vous allez voir une implication dans notre cas, là. Et le cas, là, encore une fois, c'est un cas concret. Hein. C'est 48 mises en demeure. On verra ce que c'est qu'une mise en demeure. Les 13 sont rendus publics quand même. Ça, c'est une des sanctions. On rend public. Il n'y a pas de sanctions financières, mais on les rend publiques. Et puis, 9 sanctions financières publiques. Voilà. Juste pour vous rappeler, hein, on est passé de 150 000 euros de 78 à 2016. 3 millions, quand même, la loi pour la République numérique s'est dit, ah non, 150 000 euros, c'est quand même pas beaucoup. Hein. Voilà. Et puis là, on explose puisqu'on est à 10 millions ou 20 millions selon les cas. On n'est pas encore arrivé à 10 millions et 20 millions en France. Au Portugal, il y a eu ça pour un CHU du Portugal. Voilà. Nous, on ne l'a pas encore en France, mais c'est possible. Voilà, les 10 millions et les 20 millions, c'est selon les non-conformités, les non-respects du RGPD. Vous voyez, il y a vraiment 2 pavés. Les 10 millions et 2% du chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est assez mathématique. C'est, vous voyez, absence de tenue du registre des activités de traitement. Bam, on tombe dans le paquet des 10 millions. Hein. Les mesures de sécurité de données inexistantes, pof, c'est 10 millions. Et puis le côté 20 millions, bah, c'est un petit peu plus subjectif. Hein. Pourquoi? Parce qu'on est non-respect des principes de base applicables au traitement, loyauté, qu'est-ce que c'est? Transparence, limitation, non-respect d'une injonction prononcée par l'autorité de contrôle. Là, c'est parce que on vous a prévenu, hein, et puis vous l'avez pris pas très au sérieux. D'accord? Donc là, on tape très fort à 20 millions. Voilà. Vous voyez comment est-ce que ça se balance. Hein.
Mais encore une fois, nous en France, on n'a pas eu encore ces deux cas-là. On n'est pas allé jusque-là. Ça, c'est notre cas qu'on va vous présenter. C'est le cas Active Assurance. Active Assurance, donc voilà comment est-ce que ça s'est déroulé, comment se sont également déroulés les précédents. Ça veut dire quoi? C'est une plainte. Et vous voyez, il y a aussi une alerte de l'ANSSI. Donc l'ANSSI est bien là et elle travaille bien, complètement décorrélée de la plainte. C'est-à-dire que l'ANSSI ne savait pas qu'il y avait eu une plainte. Il y a 2-3 semaines entre les deux. Donc, quand l'ANSSI détecte quelque chose, pourquoi est-ce que c'est tombé sur Active Assurance? On ne sait pas. Hein, c'est les robots. Donc, la plainte a été corroborée en fait par l'alerte de l'ANSSI. Ensuite, il y a évidemment immédiatement, vous avez le même jour que l'alerte de l'ANSSI, immédiatement il y a un contrôle en ligne de la CNIL. Donc oui, la CNIL est réactive. Qui appelle tout de suite, le 28, qui appelle tout de suite la société par téléphone, doublé d'un email. D'accord? Et là, on va voir ce qui se passe. Et puis donc, ça s'enchaîne ensuite. Hein. On a donc le 2, évidemment, la société répond, mais ça n'empêche pas un contrôle sur place de la part des équipes de l'ANSSI. Ensuite, eh bien, c'est la procédure, le rapporteur qui est désigné par la présidente de la CNIL. Ensuite, il y a la formation restreinte. Je vais reprendre après, hein, mais je vous présente ça. Et puis la décision. D'accord? Donc là, on va reprendre et on va voir, en fait, comment est-ce que, en vrai, les équipes d'Active Assurance ont réagi. Vous voyez le rôle de chacun, et c'est comme ça que dans l'entreprise, ça s'est passé. Qu'est-ce que c'est qu'Active Assurance? J'ai juste oublié une slide. C'est en fait un courtier d'assurance, donc une société tout à fait contrôlée par l'organisme de contrôle des assurances. Elle est immatriculée depuis 2010, donc elle est assez récente. Elle a quand même 180 salariés. Elle a un chiffre d'affaires de près de 11 millions d'euros. Enfin, 11 millions d'euros. Voilà. Et dans son capital social, on retrouve Allianz, AXA et le Suisse, là, Swiss Life. Swiss Life. Voilà. Donc c'est quand même... vous plaisantez parce qu'en fait, c'est peut-être pas suisse. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est quand même une société importante et établie. On y va. Voilà. La CNIL a appelé, la CNIL a envoyé l'email et donc branle-bas de combat chez Active Assurance. Margot. Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi vite. Nous avons été alertés par la CNIL hier. Apparemment, on aurait un défaut de sécurité dans notre système lié à l'extranet. La CNIL a réalisé un contrôle en ligne. Céline, tu peux nous en dire plus, s'il te plaît ? Bien sûr. Un de nos clients a alerté la CNIL comme quoi il avait accès aux données d'autres clients et cela sans s'authentifier avant. C'était, je crois, le 1er juin dernier. Et cette découverte a ensuite été corroborée par les services de l'ANSSI. Et ça, c'était le 27 juin. Et effectivement, il est possible d'avoir accès aux données personnelles de nos clients depuis le moteur de recherche DuckDuckGo. Rappelle-moi ce qu'est l'ANSSI et ce qu'elle vient faire ici. Car je croyais que l'autorité en matière de protection des données personnelles était réservée à la CNIL. Alors, l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et tu as raison, la CNIL, c'est la seule autorité en tant que telle. Mais elle s'appuie sur les compétences et aussi les outils de l'ANSSI. Concrètement, l'ANSSI est dotée de robots qui vont aller ausculter les sites web et ils testent la façon dont ils sont construits. Et effectivement, à ce moment-là, ils peuvent détecter des failles de sécurité. Ok, je comprends. Donc concrètement, après avoir été informée, la CNIL a procédé à un contrôle en ligne. Et effectivement, à ce moment-là, au cours de sa mission donc, de contrôle, elle a constaté que quand on recherchait sur le moteur de recherche DuckDuckGo, à partir de mots-clés assez simples, client.activeassurance, site client Active Assurance, cela faisait apparaître concrètement des liens hypertextes qui permettaient d'accéder librement, c'est-à-dire sans s'authentifier, au compte de nos clients. Et encore une fois, donc sans rentrer les mots de passe et les identifiants. Comment a-t-on pu laisser passer une faille pareille? Bon, quoi qu'il en soit, la CNIL nous a demandé de prendre les mesures correctives nécessaires pour y remédier dans les plus brefs délais. Comment fait-on? D'abord on corrige et ensuite on répond rapidement à la CNIL? Alors je m'occupe de la correction tout de suite.
Je vais commencer par sécuriser l'ensemble des liens répertoriés dans les moteurs de recherche. Je vais ensuite procéder au chiffrement de l'adresse URL qui permet de visualiser les documents stockés au sein de l'espace de stockage Microsoft Azure. L'important, c'est d'empêcher toute possibilité de copier le lien pour l'indexer sur les moteurs de recherche ou dans une application. Absolument, il faut empêcher toute indexation. Et quelle réponse doit-on faire à la CNIL, maître ? Eh bien, premièrement, il faut répondre clairement à la CNIL afin de montrer d'une part notre bonne volonté et d'autre part notre capacité à protéger nos clients et leurs données. Oui, il faut que nous soyons le plus honnêtes possible vis-à-vis de la CNIL. Que faut-il consolider à votre sens, maître ? Quelle est l'étendue de la fuite? Quelles sont les données qui sont concernées par cette fuite? Alors les données, à ce moment-là, la société dit, les données personnelles concernées, c'est les coordonnées, en gros. Également en PDF, les pièces d'identité, les devis, les attestations. Et également, la société sait que, donc c'est indexé sur les moteurs de recherche, mais que également, lorsqu'on modifie l'adresse URL et qu'on change les petits numéros qui sont au bout, alors on rentre dans l'espace privé des autres clients. Voilà ce que connaît l'entreprise et voilà surtout ses recherches de la part de son service informatique. Vous verrez que ça va se complexifier. Donc, dans notre affaire, il s'agit d'une faille de sécurité. Donc, on se situe plutôt sur une sanction de la première catégorie, à savoir 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires. Et je précise que dans de tels cas, la CNIL prendra le montant le plus élevé des deux. Bon, très bien. On corrige alors et on répond rapidement. Et surtout, n'oubliez pas de vérifier l'ensemble des moteurs de recherche et pas seulement DuckDuckGo. Il faut aussi vérifier Google, Yahoo, Quant, Bing. Très bien, mais est-ce que vous pensez qu'après, la CNIL ira plus loin dans son contrôle ? Sans aucun doute, parce qu'il y a eu un accès non autorisé aux données personnelles de nos clients. Il ne s'agit donc pas d'une simple mise en conformité. Nous tenterons évidemment la procédure de mise en conformité, mais je pense que dans tous les cas, il y aura une sanction. Le but aujourd'hui, c'est donc de collaborer avec la CNIL et de corriger rapidement la faille. Et on peut constater que lors des dernières affaires qui ont fait l'objet de sanctions, la collaboration et également la mise en œuvre immédiate d'un audit de sécurité ont permis de diminuer de manière très importante la sanction qui était initialement envisagée, voire même de la diviser par 2. Ce qui vient d'être dit est extrêmement important. Ça vous arrive, ça peut vous arriver. On n'est pas parfait, même si ça c'est une faille, je dirais grossière pour ceux qui sont dans l'informatique, c'est grossier. Sauf que finalement, il y en a plein qui le font, puisque Darty, il y a plusieurs, c'était en 2018, a été également sanctionné pour ça. Sergic également, et là on se retrouve encore avec une faille élémentaire. Donc, ce que je veux vous dire, c'est retenez ça. Retenez également, comme vient de dire l'avocat, qu'il faut collaborer, que oui, lorsque l'on collabore tout de suite et que l'on lance un audit de sécurité, c'est pris en compte par la CNIL et donc la CNIL diminue les sanctions. Au tout début, on pouvait dire que c'était divisé par 2. Lorsqu'on regarde les anciennes sanctions, les anciennes décisions, c'est divisé par 2. Aujourd'hui, c'est plus tellement vrai. Mais en tout cas, c'est tout à fait pris en compte. Donc le 2 juillet, ce qu'a fait Active Assurance, c'est qu'elle a envoyé un courrier à CNIL expliquant en fait ce qu'ils avaient fait. Et les défauts ont été corrigés. Du moins, ils pensaient que c'était corrigé. Le 12 juillet, contrôle de la CNIL dans les locaux. Madame la CNIL. Alors voilà, nous avons terminé notre contrôle sur place. Je vous remercie pour votre accueil. Nous vous ferons parvenir les PV, bien entendu. Très bien, mais d'ores et déjà, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications ? Alors avant notre intervention, votre paramétrage des documents stockés sur le service Microsoft Azure permettait l'accès au public des fichiers clients via Internet. Nous avons effectué une requête à partir des mots-clés client.activeassurance.fr et site activeassurance.fr au sein des moteurs de recherche Bing, Quant et Yahoo. 3 constatations. La première, nous avons constaté qu'une liste de liens hypertextes renvoyant vers les comptes clients était toujours affichée dans les résultats de recherche. Renvoyant vers les comptes clients, et renvoyé vers la page de connexion à l'espace client ou vers un message d'erreur.
ce qui apparaît bien. Cependant, il a été constaté qu'en cliquant sur le bouton en cache affiché à côté de l'adresse URL référencée dans les résultats de recherche, il était encore possible d'accéder à des pages contenant des données personnelles des clients. Deuxième constatation, les mots de passe de connexion des clients à leur espace personnel, dont le format est imposé par la société, correspondaient à leur date de naissance et que le format était indiqué sur les formulaires de connexion. Troisième constatation, après la création de leur compte, l'identifiant et le mot de passe de connexion étaient transmis aux clients par courriel, mais indiqués en clair dans le corps du message. Comme je vous le disais, vous pourrez répondre au rapport d'instruction. Nous le recevrons dans combien de temps ? Alors, il est d'abord nécessaire que Madame la présidente de la CNIL désigne un rapporteur et qu'ensuite, il étudie l'ensemble des pièces, il rédigera son rapport. Vous pourrez répondre ensuite. Ça va prendre quelques mois. Très bien, merci. Donc, les contrôles de la CNIL. Les contrôles de la CNIL, ça se passe comment ? Déclenchement du contrôle. Ça peut être, comme on a vu là, ici, une plainte d'un client. Contrôle de l'ANSSI, enfin, détection de l'ANSSI, ce n'est pas un contrôle, c'est une détection d'une faille. Ça peut être aussi le plan de contrôle de la CNIL. Cette année, la CNIL avait dans son plan tout ce qui était immobilier, par exemple, et aussi les sites qui ont un lien avec des mineurs. Voilà, elle a un plan par année et elle contrôle comme ça. Le contrôle, ça aboutit à quoi ? Soit on a une mise en conformité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fuite de données, on ne peut pas accéder aux données. Du coup, on est en mise en conformité parce qu'il y a des irrégularités, des non-conformités, mais il n'y a pas eu de fuite. Bon, généralement, j'ai dit généralement, pas toujours. Hein. Ça se termine bien, c'est pour ça que l'étoile est verte, mais également, ça peut, vous voyez la flèche bleue, ça peut se terminer en orange parce qu'on a vu, il y a des mises en conformité qui sont publiques, qui sont rendues publiques pour des raisons de pédagogie. Bon, là, c'est quand même un peu sanctionné. Et il y a aussi des mises en conformité qui vont aller directement à la formation restreinte parce que ce n'est pas exécuté, parce que ça révèle d'autres failles. Et il y a aussi des contrôles, bien sûr, qui vont directement à la formation restreinte. Et remarquez, le contrôle qui va directement en formation restreinte, eh bien, il n'y a pas de mise en conformité, il n'y a pas de mise en demeure. Et ça, c'est important. Vous ne serez pas informé au préalable pour éviter de corriger et ne pas être sanctionné. Vous voyez ? Donc là, on se retrouve le jour de la formation restreinte devant la CNIL. La société a rendu ses observations à la suite du rapport. Elle peut le faire en plusieurs fois. Vous verrez le petit incident. Et là, en revanche, il faut nécessairement, ça fait partie de la procédure, on rend ses observations à l'oral. Voilà. Donc, ça, c'est toujours les quatre thèmes. Il y a toujours caractérisation du manquement, la portée du manquement, avec les données concernées, la durée de la faille, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et ensuite, on rajoute quelque chose selon le cas. Donc ici, c'était l'absence de robustesse des mots de passe. Pour Sergic, c'était des délais de conservation qui n'étaient pas respectés. Donc là, c'est un peu fourre-tout, ça colle au cas précis. Et puis ensuite, en 4, c'est la sanction et la publicité. Donc, voyons d'abord la caractérisation du manquement, la faille de sécurité. Alors, nous avons bien reçu vos dernières observations écrites, mais il y a 2 jours. Néanmoins, elles ont été reçues donc très tardivement. Vous deviez nous les communiquer 15 jours avant la date prévue de cette séance. Elles sont donc irrecevables. Nous ne retiendrons que vos premières observations. Également, vous remettez en cause l'absence de mise en demeure de notre part qui aurait pu vous permettre de vous mettre en conformité. Mais la faille de sécurité, dans votre cas, elle a été exploitée et des données personnelles ont été rendues publiques. Par conséquent, la procédure de sanction est parfaitement fondée. Je vous rappelle que dans de pareilles circonstances, la lettre de mise en demeure n'est absolument pas un préalable obligatoire. Nous ne contestons pas le défaut de sécurité, mais nous tenons quand même à souligner que nous avons corrigé le problème immédiatement et que les mesures ont été efficaces. Alors, en effet, vous avez réagi dans les délais. Néanmoins, les mesures apportées étaient insuffisantes. Le 12 juillet, lors de notre contrôle sur place, la délégation a constaté que des données et pièces justificatives des clients étaient également accessibles à partir des caches de moteurs de recherche Bing, Qwant et Yahoo. Et oui,
Et en fait, au-delà, vous savez, vous vous souvenez, les données que l'on a vues, les coordonnées, les devis, les lettres, les cartes nationales d'identité. Donc il y avait tout ça qui était accessible, hein, les numéros de téléphone, mais également l'historique en matière d'assurance automobile, c'est-à-dire les non-paiements de primes, les délits de fuite et les fausses déclarations. Donc c'était un peu plus lourd sur la vie privée. Dans votre cas, le défaut de sécurité a été amplifié par le fait que les documents des personnes, librement accessibles depuis le site internet de votre société, ont été indexés par les moteurs de recherche DuckDuckGo, Bing, Qwant et Yahoo. Vous avez fait le nécessaire pour DuckDuckGo et Google, mais pas pour les autres moteurs de recherche. Vos correctifs étaient donc insuffisants. Je vous rappelle que ce sont là des mesures élémentaires de sécurité. Il faut quand même avouer que l'identification du défaut de sécurité nécessitait des compétences techniques et informatiques particulières. Or, le client qui a procédé à la plainte, du fait de sa profession qui était liée au milieu de l'informatique, était une personne spécialiste et donc avertie. Or, une personne physique non instruite dans le domaine du développement informatique n'aurait pas pu identifier ce défaut de sécurité. Donc, à notre sens, les constatations opérées ne sont pas représentatives de notre activité sur Internet, ni de l'activité d'une personne physique non initiée. Cet argument développé par l'avocat, et encore une fois, c'est vrai, hein, c'est pas notre imaginaire, hein, est assez astucieuse. Parce qu'on passe de la CNIL classe en élémentaire et sophistiqué. Donc là, en essayant, parce qu'ils ont bien travaillé en fait, hein, ils ont essayé de trouver qui était vraiment le client et ils ont vu qu'il faisait, c'était un informaticien. Donc ils se sont engouffrés dans la spécialité de l'informaticien. C'est une très bonne idée, il faut y penser. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Alors c'est une très bonne idée, mais nous ne sommes pas d'accord avec votre analyse. L'accès aux données de vos clients était possible à partir d'une manipulation simple, consistant en une modification du numéro apparaissant dans l'adresse URL affichée dans le navigateur. Une telle modification ne nécessite aucune opération complexe, ni aucune maîtrise technique particulière en matière informatique. Nous vous rappelons que nous avons déjà indiqué ce genre de faille dans un certain nombre de décisions. Après, sur un autre aspect, si je puis me permettre, dès l'alerte de la CNIL le 28 juin 2018, nous avons pris des mesures correctives qui s'imposaient immédiatement. Et nous avons par exemple procédé au déréférencement de l'ensemble des liens indexés dans le moteur de recherche DuckDuckGo. Et puis, nous vous avons également tenu régulièrement informés dès le 4 juillet. Également, il me semble que c'est important de souligner que nous avons immédiatement fait appel à un prestataire qui a réalisé un audit complet de notre système informatique. Et suite à cet audit, nous avons mis en place des opérations de traitement pour être totalement conformes au RGPD. Alors, il faut rappeler que la faille de sécurité était présente et elle a été exploitée. Ce n'est qu'après l'intervention de la CNIL que vous avez réagi et entrepris les mesures correctives. Cela signifie clairement que vous n'avez pas placé la sécurité des données de vos clients au cœur de vos préoccupations. Je vous répète cette phrase, parce qu'elle sort de la décision. Cela signifie clairement que vous n'avez pas placé la sécurité des données de vos clients, au cœur de vos préoccupations. Et ça, je devine que ce sera un leitmotiv dans les prochaines décisions, au cœur de vos préoccupations. Donc, messieurs, dames, les entreprises, placez la sécurité des données personnelles au cœur de vos préoccupations. Dixit la CNIL. Nous vous avons interrogé sur les modalités d'authentification de vos clients à leur espace privé. Il apparaît de vos réponses que votre politique de mot de passe est vraiment insuffisante. Par exemple, on ne trouve aucune limitation quant au nombre de tentatives en cas de mot de passe erroné. Alors, le souci qui a guidé la société était de faciliter les démarches des clients afin qu'ils puissent facilement, d'une part, accéder à leur dossier personnel et communiquer dans des conditions plus simples et plus conviviales avec leur courtier. Certains assurés ont des difficultés à lire et à écrire, et ça, nous vous l'avons déjà expliqué. Néanmoins, on vous rappelle que le 26 juillet 2018, nous avons imposé à nos clients une modification de leur mot de passe lors d'une nouvelle connexion à leur espace. Là, je fais juste un rappel. Vous connaissez la recommandation de 2017.
respectez-la. À chaque fois, on la retrouve dans les décisions. Lorsque les mots de passe sont en cause, il n'y a pas à tortiller. Il faut respecter la recommandation 2017. Alors, il y a plusieurs cas. On peut la critiquer. J'entends des informaticiens qui disent « Non, c'est pas bon. De toute façon, on peut quand même hacker, etc. » Ouais, faites-le. Et l'autre chose, comme ça, il n'y aura pas la sanction CNIL. Vous serez hacké, mais il n'y aura pas la sanction CNIL parce que... Bon. Et l'autre chose, jamais, ça a déjà été dit, jamais un mot de passe en clair. Il y a eu une décision il y a quelques mois. En fait, les informaticiens de la société, pour des raisons pour que ce soit plus pratique, avaient caché dans le code, pour faire des tests, un mot de passe en clair. Ils ne le changeaient pas, c'est toujours le même. D'accord ? Et c'est comme ça que le hacker est passé en fait, sur les serveurs. D'accord ? Et ce fut qualifié par la CNIL comme un défaut élémentaire, parce que le mot de passe était en clair. Voilà. Les mots de passe que vous préconisiez reposaient sur les dates de naissance de vos clients, ce qui facilitait considérablement une attaque par force brute, ce d'autant que le format des mots de passe était indiqué sur le formulaire de connexion du compte. En outre, les clients désirant renforcer la sécurité de leurs données et modifier leur mot de passe en étaient empêchés dans la mesure où vous aviez imposé un format relatif à la date de naissance. Nous soulignons aussi que vous transmettiez les mots de passe par email en clair. Or, cela ne doit jamais être le cas. Vous avez donc méconnu gravement à une mesure de sécurité élémentaire. Dans le rapport de sanctions, le rapporteur avait proposé 375 000 €. Ce montant nous apparaît complètement disproportionné, puisqu'il représente 3,5% de notre chiffre d'affaires. Vous imaginez ? Et effectivement, si je peux me permettre, dans une affaire précédente, très récente, en mai 2019, et plus précisément l'affaire Sergic, vous avez prononcé une sanction de 400 000 €. Mais le groupe Sergic n'a rien à voir avec nous, puisque son chiffre d'affaires est de 43 millions d'euros et ils ont environ 500 salariés. Donc, dans cette affaire-là, votre sanction représentait environ 0,9% de son chiffre d'affaires. Et je vous rappelle que de notre côté, nous réalisons un chiffre d'affaires de 11 millions et nous employons 160 salariés. C'est encore un mois. Et également, il me semble que dans les décisions antérieures, vous teniez compte de l'implication de la société contrôlée pour corriger rapidement la faille et également le comportement, la collaboration des équipes. Or, dès l'information transmise, nous n'avons pas manqué à ce devoir de collaboration et de correction. Et dernier point, il me semble remarquable qu'à notre connaissance, aucun client n'a été victime d'un préjudice suite à un usage malveillant de ses données personnelles. Au regard de tous ces éléments, il nous semble que vous devriez prendre en compte notre comportement pour déterminer peut-être plus justement le montant de la sanction. Alors la gravité des manquements, elle est caractérisée. Cela justifie sanction. Elle est caractérisée en raison de la nature des données personnelles concernées. Vous traitez des données particulièrement identifiantes. Elle est également caractérisée en raison du nombre de personnes concernées, plusieurs centaines de milliers de personnes. Néanmoins, il est vrai, vous avez réagi rapidement, mettant en place des mesures correctives dans les 24 heures. Nous prenons acte également que vous avez coopéré avec la CNIL. Nous relevons que vous avez informé vos clients de la survenance du défaut de sécurité et aussi qu'aucun dommage n'a été porté à votre connaissance. Tenant compte de ces éléments, nous réduisons la sanction à 180 000 €. Donc 375, 180. Voilà. Sachez que vous avez 2 mois. Sachez que vous avez 2 mois pour faire appel devant le Conseil d'État. Voilà. Donc, si juste pour synthétiser, ici c'était quoi le défaut de sécurité? Les liens hypertextes, pas d'authentification préalable, la manipulation de l'URL, qui est quand même un cas classique où il y a eu plein de décisions, et la faiblesse des mots de passe. Et Sergic, 400 000, 900. C'était 900 au début. Il a été condamné à 400 000. Lui, ce n'était pas la faiblesse des mots de passe, c'était les délais de conservation. Je répète. Allez voir les 3 décisions là d'Arty, mais c'était sous l'ancienne loi. Sergic et Active Assurance, c'est sous le RGPD. Voilà. Donc, nous avons fini de vous présenter ce cas, Active Assurance.
Donc si vous avez, on a largement le temps, donc si vous avez des questions, on serait très contente de pouvoir vous éclairer. J'espère que voilà, c'est un peu plus concret. Maintenant, vous savez comment se déroule un contrôle de la CNIL.